Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de The Two Heirs, les deux héritiers, un jeu de Ondra Siganek, Ivan Dostal et Olda Rejl, illustré par Odysseas Stamoglu et édité par Albi, pour 1 à 2 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 30 minutes environ. Le roi Charles le Sage souhaite profiter d'un repos bien mérité après avoir gouverné son petit royaume avec justice pendant de nombreuses années. Il aimerait transmettre sa couronne à l'un de ses deux fils, mais ces derniers étant nés en même temps, aucun n'est techniquement l'aîné. Le roi Charles a donc décidé de confier une partie de son royaume à chacun d'eux, lequel des deux héritiers se révélera être le meilleur souverain et héritera du royaume entier. La première chose à savoir pour la mise en place, c'est que les joueurs doivent être assis l'un en face de l'autre. Les tuiles bâtiments comprennent 6 ensembles de 9 tuiles qui se différencient par leur symbole dans leur coin supérieur droit, comme vous le voyez là, sur ces tuiles. Les différentes catégories de tuiles sont les tuiles voyage, les tuiles agriculture et industrie, les tuiles commerce et église, la guerre, la patrouille et l'artisanat. Vous devez sélectionner 3 catégories parmi les 6. Lors de votre première partie, il est conseillé de jouer avec voyage, agriculture et industrie, et commerce et église. Donc on va retirer les 3 autres catégories qui sont celles-ci. Et vous allez donc prendre l'ensemble des tuiles des 3 catégories et vous allez mélanger toutes ces tuiles en une pile face cachée dans un premier temps. Chaque joueur choisit une couleur entre bleu et blanc. Vous lancez alors le bouclier royal comme une pièce et la couleur sur laquelle il est atterri vous indiquera qui sera le premier joueur. Vous formez ensuite la réserve royale en piochant 6 bâtiments que vous allez disposer en cercle et en sens horaire à la suite du bouclier royal. Comme j'ai fait ici, ils proviennent de la pioche de ce qu'on a mélangé à l'instant, bien entendu. Vous placez les 2 jetons troupes de base de chaque joueur au centre, comme ça, de la réserve royale. Vous piochez enfin, encore une fois, le premier bâtiment, mais cette fois, vous le laissez face cachée et vous le placez au centre de la zone de jeu et vous placez dessus les 2 unités de cavalerie de chacun des 2 joueurs. Dans les 2 héritiers, vous allez placer des tuiles représentant des bâtiments ou des terrains dans la zone de jeu commune qui va donc se situer ici. Il vous faudra également déplacer vos troupes, les fameuses troupes de cavalerie ou les troupes standards qui sont là, à bon escient. Les joueurs effectuent leur tour l'un après l'autre. À votre tour, vous devez prendre une tuile bâtiment pour l'ajouter à votre main, une tuile située ici dans la réserve royale, et également vous pouvez jouer une ou plusieurs tuiles bâtiment de votre main, ainsi que déplacer une ou plusieurs de vos troupes. Lorsque la dernière tuile de la réserve commune ici est piochée, les joueurs effectuent une dernière manche, puis la partie prend fin. Je vais d'abord vous expliquer un point très important du jeu, c'est le protocole royal. Le protocole royal détermine à quelle tuile et quelles ressources de la réserve royale vous avez accès. En fonction de votre influence, vous allez pouvoir atteindre un certain nombre de tuiles. Votre valeur d'influence est égale au nombre de vos troupes dans la réserve royale plus 1. Donc, vous l'avez compris, en tout début de partie, vous possédez une influence de 3, puisque vous avez forcément 2 de vos troupes dans la réserve royale, plus 1, ça fait 3. Il vous suffit alors de compter en sens horaire à partir du bouclier royal pour savoir quelles tuiles sont à votre portée. Dans mon exemple, le joueur bleu, qui serait premier joueur, a donc une portée de 2 plus 1, 3. Il a accès à ces 3 tuiles. Je vais vous parler sur les actions qui arrivent, de l'importance du protocole royal pour soit obtenir des tuiles, soit obtenir des ressources. Toutes les actions que vous réalisez pendant votre tour peuvent être effectuées dans l'ordre de votre choix, c'est-à-dire à n'importe quel moment de votre tour, c'est vous qui choisissez. Parmi les actions que vous pouvez réaliser à votre tour, il en est une qui est obligatoire, et c'est celle de prendre une tuile bâtiment pour l'ajouter à votre main. Cette tuile est prise bien évidemment dans la réserve royale en fonction de votre influence, comme je viens de vous l'expliquer.
Une fois la tuile prise, vous la remplacez par le bouclier royal que vous aurez retourné sur son autre face. Donc par exemple, le premier joueur qui est là et le joueur bleu peut décider de prendre cette tuile et de l'ajouter à sa main. Il prend donc le bouclier et le retourne sur son autre face. Et du coup, on voit la couleur de son adversaire sur le bouclier, ce qui indique que vous avez déjà pris pour vous une tuile ce tour, car vous êtes en effet limité à une seule tuile par tour. Bien entendu, vous remplacez ensuite l'emplacement libre laissé par le bouclier par une tuile du dessus de la pioche. Et voici qui est fait. Et de nouveau, la réserve royale est prête pour le joueur suivant. Et évidemment, quand vous aurez fini votre tour et que ça passera au joueur suivant, vous comprenez bien que ça offre de nouvelles possibilités, car lui-même aura, selon son influence, accès à de nouvelles tuiles par rapport à vous lors de votre tour. Vous pouvez ensuite réaliser autant de fois que désiré l'action de jouer une tuile bâtiment de votre main. Et dans ce cas-là, deux options s'offrent à vous. La première est de construire un bâtiment en jouant la tuile face visible, comme ceci, dans la zone de jeu. Pour cela, vous devez avoir accès à toutes les ressources indiquées en bas à gauche du bâtiment. Donc ici, par exemple, il me faudrait 2 blés pour construire ma ferme. Donc ça, c'est important, il faut avoir accès à toutes les ressources. Ces ressources peuvent être fournies soit par le roi dans la réserve royale en fonction de votre influence. Donc dans ce cas de figure, le bouclier est là, j'ai toujours une influence de 2 plus 1, 3, puisque je n'ai pas encore bougé mes troupes, donc j'ai accès à ces 3 ressources, qui seraient donc un bois, puisqu'on voit un fond vert, un blé, puisqu'on voit un fond jaune, et une pierre, puisqu'on voit un fond marron. Et également, elles peuvent être disponibles grâce à vos troupes dans la zone de jeu. Ici, les 2 troupes de départ sont sur du blé, puisqu'on voit bien que c'est du jaune. Donc dans ce cas de figure, j'aurai à ma disposition 2 blés, un bois et une pierre. Et vous le voyez, j'ai besoin de 2 blés, donc je pourrais poser ma tuile. Si vous jouez également avec la catégorie de tuiles commerce et église, certains bâtiments peuvent également vous fournir des ressources. J'y reviendrai plus tard dans le descriptif complet des bâtiments. Alors, les ressources ne sont pas utilisées lors de la pose d'une tuile. Donc là, si je pose ma tuile avec mes 2 blés, pour autant, j'aurai toujours accès à 2 blés, une pierre et un bois pour construire, si j'en ai, d'autres bâtiments. La deuxième option est d'agrandir le paysage avec un terrain ouvert. Si je choisis de poser ma tuile sur l'autre côté, en fait, le verso de la tuile, là où on ne voit pas le bâtiment, il s'agit de jouer un terrain ouvert. Et donc dans ce cas-là, je n'ai rien à payer, il n'y a pas de coût pour cette pose. Cette pose, par contre, une fois que je l'ai réalisée, m'offre une réduction d'une ressource de mon choix sur la construction d'un prochain bâtiment ce tour. Alors la réduction ne s'applique que sur un seul de vos prochains bâtiments si vous en construisez plusieurs. Donc, maintenant que vous savez quoi construire et comment payer les coûts, la question est de comment se poser et quelles sont les règles pour se poser dans la zone de jeu. Donc, concernant le placement des tuiles dans cette zone de jeu, toute tuile que vous placez doit être adjacente soit orthogonalement, soit diagonalement, avec une tuile occupée par une de vos troupes. Donc au début de la partie, vous allez forcément jouer quelque part autour de la tuile de départ. Elle doit également être positionnée dans votre sens de lecture, donc comme ceci me concernant, avec le bord inférieur vers vous-même. Et les routes, là il y en a sur ici, n'ont pas besoin d'être alignées avec les autres routes présentes dans les tuiles adjacentes. Et votre adversaire verra donc vos tuiles à l'envers. Si c'est mon adversaire qui joue, lui, il jouera comme ça, ces tuiles. Et c'est comme ça que je verrai les tuiles de mon adversaire. Donc, dans ce cas de figure, puisque j'ai bien les 2 blés, je peux vouloir me poser ici, par exemple. J'aurais pu même me poser comme ceci, je vous l'ai dit, c'est orthogonal ou diagonal au niveau de l'adjacence. Et voilà ma première tuile de poser. Pour continuer l'exemple, si mon adversaire prenait une tuile, pourquoi pas il prend celle-ci. Donc il déplace comme ceci, il retourne, il a la tuile dans ses mains, la tuile il lui demande 2 pierres, 1 blé, il a une pierre, un bois, une pierre, puisqu'il a toujours 3 d'influence, il a bien un blé puisqu'il est là, donc il a bien 2 pierres, 1 blé, donc il peut se poser, et il peut choisir de se poser encore n'importe où autour de cette troupe-là, puisque c'est la seule troupe qui est disponible pour l'instant, et donc pourquoi pas de se poser comme ceci, et vous voyez, on voit bien à l'envers la tuile de mon adversaire. De cette manière, en fin de partie, on saura qui a posé quelle tuile. Toutes celles qui sont dans mon sens seront les miennes, et celles qui seront dans le sens de mon adversaire seront les siennes. Les terrains ouverts
n'appartiennent à personne. Donc en fin de partie, ça ne posera pas de souci de ne pas avoir leur sens. Vous pourrez également, lors de votre tour, déplacer vos troupes, sachant que chaque troupe ne peut être déplacée qu'une fois par tour. Dans la zone de jeu, une troupe peut se déplacer d'une tuile orthogonalement ou diagonalement, à condition que la tuile d'arrivée ne soit pas occupée par une autre troupe. En effet, à part sur la tuile de départ, comme vous le voyez là, qui est une exception, une tuile ne peut contenir qu'une seule troupe. Donc si je fais un déplacement, là c'était le joueur bleu qui venait de jouer, non, le joueur blanc. Donc le joueur blanc qui venait de jouer, il peut, pourquoi pas, se déplacer. Et là, vous pouvez vous déplacer sur n'importe quelle tuile, du moment qu'elle est disponible, c'est-à-dire sans autres unités militaires dessus. Et quand vous réalisez votre déplacement, vous retournez comme cela votre jeton. Vous pouvez aussi déployer une troupe en la prenant de la réserve royale pour venir la mettre ici quelque part sur une tuile disponible de la zone de jeu qui doit également être adjacente à l'une de vos troupes déjà en jeu, encore une fois que ce soit orthogonalement ou diagonalement. Et vous pouvez enfin retirer, et là je n'aurai pas le droit de le faire puisque les deux là ont déjà bougé, mais si on avait été dans ce cas de figure, vous pouvez retirer une de vos troupes et la remettre dans la réserve royale directement. Et donc vous l'avez vu, dès qu'une troupe a été déplacée, il vous faut retourner son jeton sur le côté croix, et de cette manière, vous savez quelles troupes ont déjà été déplacées ce tour. Et ça sera seulement à la fin de votre tour, quand vous avez tout fini et que vous passez au joueur suivant, que vous pourrez remettre vos troupes du côté actif comme ceci. Alors, petite précision, votre cavalerie doit toujours rester dans la zone de jeu. C'est la seule unité qui ne peut pas venir ici, dans la réserve royale. Ces déplacements de troupes sont le cœur du jeu, car ils vont modifier votre portée dans la réserve royale. Si j'ai une ou deux troupes en moins, ma portée sera plus que de 2 ou de 1 dans ce cas de figure, ici, pour ce à quoi j'ai droit dans la réserve royale. Et donc, les tuiles ressources auxquelles vous aurez accès, puisqu'en fait, vous verrez que les tuiles qui sont devant vous, c'est des tuiles que vous allez pouvoir prendre, mais aussi, ce sont potentiellement, enfin vous l'avez vu, des ressources pour construire, comme on a vu tout à l'heure. Là, j'ai ces 3 ressources-là pour construire. Si je suis comme ça, je n'ai plus que cette ressource-là pour construire, bien entendu. Mais inversement, elles vont également modifier les ressources disponibles dans la zone de jeu, puisque si je suis ici, je n'ai plus accès à cette 3e ressource, mais j'ai accès à ce blé à la place, ici, dans la zone de jeu. Également, comme vous devez vous poser, quand vous posez vos tuiles adjacentes à une de vos unités, ça va changer les emplacements qui sont disponibles pour la pose. Avec seulement celui-ci, je pouvais poser que autour de cette tuile. Avec celui-ci, je peux poser aussi autour de celle-là et donc aller plus loin, aller jusque là, jusque là, jusque là, que je ne pouvais pas atteindre avec celle-ci. Et encore, ce n'est que le début de la partie. Et quand il va y avoir beaucoup de tuiles et donc des unités éloignées les unes des autres, ça vous donnera plusieurs emplacements possibles pour venir vous poser. Et de plus, vous verrez que l'emplacement de vos troupes dans la zone de jeu à la fin de la partie va modifier votre score final, mais ça, j'y reviendrai. Lorsque l'un des joueurs place la dernière tuile bâtiment de la réserve commune dans la réserve royale, il finit son tour normalement, puis les 2 joueurs peuvent effectuer un dernier tour chacun, mais sans remplir les emplacements vides de la réserve royale. C'est pour ça qu'à la fin de la partie, vous vous retrouverez, comme moi ici, avec seulement 4 bâtiments dans la réserve royale. Les emplacements vides, par contre, seront ignorés pour déterminer la portée des joueurs. Donc là, on a un joueur qui est parti de là à l'avant-dernier tour, avec une portée de 3, il est venu prendre cette tuile, et puis au dernier tour, le joueur avec une portée de 2 est venu prendre cette tuile, et le bouclier s'est donc retrouvé là à la fin, avec seulement 4 bâtiments. Après ce dernier tour pour chaque joueur, la partie prend fin et on passe au décompte final. Vous allez additionner les points des bâtiments que vous avez construits, c'est-à-dire tous les bâtiments qui sont dans votre sens de lecture. Donc moi j'ai celui-ci par exemple, celui-ci qui m'appartiennent, celui-là ne m'appartient pas, celui-là non plus, celui-là m'appartient, celui-là aussi, etc. Donc vous regardez ceux uniquement qui sont évidemment dans votre sens de lecture. Chaque bâtiment est évalué individuellement et toutes les conditions de score des bâtiments sont indiquées en bas à droite des tuiles, ici ou là par exemple. Si cela vous intéresse, je vous parlerai juste après plus en détail de chacune des tuiles du jeu. Sachez que tout bâtiment occupé par l'une de vos troupes à la fin de la partie, comme celui-ci, se retrouve à voir ses points doublés. Toutefois, une troupe sur un bâtiment adverse est sans effet. Il vous reste ensuite à compter les points des routes. Une route
ne peut rapporter des points que si elle occupe au moins 2 tuiles. Donc typiquement, là j'ai une route sur une seule tuile, elle ne rapportera pas de points quoi qu'il arrive. Il faut compter les points de chaque route individuellement. Vous comptez pour cela le nombre de bâtiments appartenant à chaque joueur sur la route. Par exemple, sur cette route de 3, 1, 2, 3 bâtiments. J'ai un bâtiment à moi et 2 bâtiments de mon adversaire sur cette route. Là, vous prenez le joueur majoritaire qui a donc 2 bâtiments. Vous soustrayez le nombre de bâtiments de l'adversaire, donc 1, 2 moins 1. Mon adversaire, pour cette route, va gagner 1 point. Par contre, là, sur cette route-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments. Ils sont tous à moi, 5 moins 0, 5. Je gagne 5 points pour cette route, par exemple. Donc voilà comment ça marche. On compte les bâtiments de chacun sur la route et on prend le majoritaire, on lui soustrait les bâtiments de son adversaire. Évidemment, si on se retrouve avec le même nombre de bâtiments chacun sur une route, ça s'annule. Donc par exemple, là, il y a une route de 2, une pour moi, une pour mon adversaire, 1 moins 0, personne ne gagne 2 points, bien évidemment. Une fois le comptage des points pour les bâtiments et les routes effectué, on additionne l'ensemble pour obtenir le score final et le joueur avec le plus de points l'emporte, bien entendu. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de troupes restantes dans la réserve royale qui l'emporte. On est parti pour la présentation de l'ensemble des effets des tuiles. Voici d'abord les tuiles voyage et la première tuile c'est l'auberge. Marquez 1 point par tuile dans la même rangée ou la même colonne. Ça dépend ce qui est marqué sur la tuile. Celle-ci, ça sera la même rangée pour cette auberge-là. Donc, vous avez 3 tuiles maximum dans chaque direction potentielle. L'auberge valant également 1 point, vous pouvez marquer un maximum de 7 points. Pour le marché, vous marquez 1 point par tuile orthogonalement adjacente au marché, et le marché vaut également 1 point. Donc pour lui, vous pouvez marquer un maximum de 5 points. Voici un lieu de pèlerinage. Vous marquez autant de points qu'il y a de tuiles dans la plus longue route continue reliée au lieu de pèlerinage, peu importe à qui appartiennent les bâtiments sur la route, et le lieu de pèlerinage compte également comme une route. Il vous rapporte donc 1 point, même s'il n'est relié à aucune route. Et enfin, la baronnie des voleurs. Vous marquez 2 points par bâtiment de votre adversaire orthogonalement adjacent à la baronnie. Et la baronnie des voleurs vaut également 2 points. Vous pouvez donc marquer un maximum de 10 points. Voici l'agriculture et industrie. On commence par un moulin et vous allez marquer 1 point par tuile jaune, donc champ de blé compris, dans une zone contiguë de tuiles jaunes reliées orthogonalement au moulin. L'ensemble des tuiles jaunes doit donc avoir des bords adjacentes les unes aux autres, y compris les tuiles jaunes de votre adversaire et les terrains jaunes ouverts. Le moulin vaut également 1 point. La mine va marcher exactement de la même manière que le moulin, mais vous l'avez compris, ça sera pour une zone de tuiles grises reliées, bien entendu. Et vous avez enfin l'étable qui complète le trio et qui fait de même avec l'ensemble des tuiles vertes reliées. Voici une boulangerie et avec elle vous marquez 1 point pour chacun de vos bâtiments sur des tuiles jaunes, et la boulangerie étant une tuile jaune, elle vaut également 1 point. Je pense que vous commencez à me voir venir. Voici la forge, elle fait la même chose que la boulangerie pour les tuiles grises. Et voici le chalet qui fait la même chose que la boulangerie et la forge, mais pour les tuiles vertes, bien entendu. Et enfin, voici un campement. Alors à tout moment durant votre tour, si vous avez déjà pris une tuile de la réserve royale, vous pouvez retourner la tuile campement face cachée, et puis retourner le bouclier royal de sorte que la couronne de votre couleur soit de nouveau visible. Et du coup, ainsi, vous pouvez prendre une autre tuile de la réserve royale durant ce même tour. Si vous n'avez pas utilisé l'effet du campement à la fin de la partie, vous ne l'avez donc pas retourné pendant la partie, à ce moment-là, il vous rapporte 2 points. Et chaque tuile campement ne peut être bien sûr utilisée qu'une seule fois par partie si vous choisissez de l'utiliser. On continue avec commerce et église, et voici une ferme. Chaque ferme que vous possédez vous donne accès à 1 blé supplémentaire par tour, sans que la ferme ne soit nécessairement occupée par une de vos troupes. Toutefois, si l'une de vos troupes se trouve dessus, vous aurez accès à 2 ressources du type correspondant, donc ici 2 blés. Comme d'habitude dans ce genre de cas, on a une tuile par couleur qui existe, donc vous avez la scierie qui fait exactement la même chose pour les tuiles vertes, et la carrière qui fait tout aussi bien, mais pour les tuiles grises bien entendu.
Voici enfin un comptoir d'échange. Et avec le comptoir d'échange, vous allez marquer 3 points pour chacun de vos bâtiments du type indiqué sur le comptoir en question. Donc le comptoir peut fonctionner avec ferme, scierie ou carrière. Dans ce cas de figure, ce comptoir-là fonctionne par exemple avec ferme et carrière. Et enfin, voici une cathédrale, et la cathédrale c'est on ne peut plus simple. Vous marquez tout simplement 5 points de victoire à la fin de la partie. On passe aux tuiles guerre, et voici une tour de siège. Si 2 de vos tours de siège sont orthogonalement adjacentes à un des bâtiments de votre adversaire, vous pouvez détruire ce bâtiment. Si vous le faites, vous retournez le bâtiment face cachée, et la tuile est désormais considérée comme un terrain ouvert. L'effet est déclenché lorsque la deuxième tour de siège est placée et vous n'êtes pas obligé de détruire le bâtiment. Une tour de siège seule n'a aucun effet et elle ne valent aucun point à la fin de la partie. Et voici une forteresse avec laquelle vous allez marquer 1 point pour chacune de vos tours de siège et forteresse, y compris elle-même. On passe à la catégorie patrouille et voici une tour de guet. Avec elle, vous marquez 1 point par tuile du même type que la tour de guet située dans la même colonne ou rangée. Donc là, en l'occurrence, c'est rangé sur cette tour de guet, mais ça peut être colonne. Cela comprend vos propres bâtiments, ceux de votre adversaire et les terrains ouverts. Et la tour de guet vaut également 1 point. Vous marquez 2 points par tour de guet, les vôtres et celles de votre adversaire, diagonalement alignés avec votre garnison que voici, peu importe la distance qui les sépare. Voilà comment fonctionne la garnison. Elle marque des points grâce au tour de guet. On passe à la dernière catégorie qui est l'artisanat. Et voici une boutique de paniers. Vous marquez 3 points par paire de tuiles vertes et jaunes dans le sens indiqué par la tuile, donc ici diagonalement, mais ça peut être orthogonalement sur d'autres tuiles. Les tuiles de votre adversaire et les terrains ouverts comptent également. Et si le sens n'est pas respecté, évidemment, la tuile ne rapporte aucun point. L'atelier de poterie fonctionne exactement de la même manière, mais avec les tuiles grises et les tuiles jaunes. Et c'est la tonnellerie qui vient compléter le trio et faire la même chose avec les tuiles grises et les tuiles vertes pour avoir tous les duos possibles, bien entendu. Et enfin, dernière tuile du jeu, l'hôtel de ville. L'hôtel de ville augmente le score d'un type de bâtiment artisanat, donc les 3 que je viens de vous présenter. Donc là, en l'occurrence, cet hôtel de ville-là jouera avec les tonnelleries, et donc ça dépend du symbole. Et tout simplement, au lieu de faire 3 points par paire pour le bâtiment ciblé, vous ferez 4 points par paire. Concernant le mode solo, votre objectif sera de marquer plus de points qu'Henri, votre adversaire automatisé. Vous jouerez vos tours et marquerez des points en fin de partie selon les règles de joueur classique. Les choses étant bien différentes pour Henri, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc lors de la mise en place, vous choisissez votre couleur. Donc là j'ai choisi le blanc et vous choisissez de par le fait la couleur restante pour Henri. Tous les jetons troupes d'Henri sont placés face cachée à côté de la zone de jeu. Donc je les ai mis là. Et non dans la réserve royale. Donc ils sont directement sur le côté croix que vous voyez là. Vous mélangez également les jetons trésors face cachée. Donc symbole trésor face visible. La pile de jetons est là. Et vous en faites donc une pile à côté de la zone de jeu. Et selon le niveau de difficulté choisi, vous allez retirer de la pile un certain nombre de trésors sans les regarder. Donc si vous voulez jouer en niveau 1, le plus facile, contre Henri le pauvre, vous allez retirer 4 trésors de cette pile. Si vous voulez jouer en niveau moyen, intermédiaire, niveau 2, contre Henri le brave, vous allez retirer 2 trésors. Donc par exemple, tiens, jouons en niveau moyen, retirons 2 trésors de cette pile sans les regarder, on les remet dans la boîte. Et si vous voulez jouer en niveau 3, le niveau le plus difficile contre Henri le puissant, à ce moment-là, vous ne retirez aucun trésor. Dans tous les cas, vous jouez automatiquement en premier. Pour vous montrer le fonctionnement d'un tour d'Henri, je vais d'abord réaliser mon tour. Donc je vais aller prendre cette tuile. Pour la construire, j'ai besoin de 2 blés, 1, 2 et d'une pierre qui se trouve ici à ma portée. Donc pourquoi pas, je décide de me construire cela ici. Ça me va très bien.
Et bien entendu, je vais remplacer la tuile que j'ai prise et j'ai joué mon tour. Je décide de ne pas déplacer de troupes lors de ce premier tour et de rester là où je me trouve. Très bien, c'est donc au tour d'Henri. Henri, il fait forcément toujours les mêmes choses dans le même ordre, de la même manière, puisqu'il est automatisé. La première chose qu'il fait, c'est qu'il prend une tuile bâtiment. Sachez que Henri a une portée illimitée permanente dans la réserve royale. Donc de là, il peut atteindre dans l'absolu n'importe quelle tuile. Sauf qu'il va prendre en priorité, en partant du bouclier et en sens horaire, la première tuile bâtiment du même type que la première tuile de la réserve commune. Donc dans ce cas-là, il va se précipiter sur cette tuile-ci. Si toutefois il n'y avait pas eu de tuile de ce type ou que la réserve commune est vide, puisqu'il joue son dernier tour, à ce moment-là, il prend automatiquement la première disponible. Donc là, ce n'est pas le cas, ça correspond, donc il envoie une, il se précipite dessus, il retourne le bouclier et il prend sa tuile, première chose qu'il a faite lors de son tour. Ensuite, comme vous l'avez vu, le déplacement du bouclier, le retournement du bouclier, c'est comme d'habitude. Enfin, une fois qu'il a pris une tuile, il va automatiquement placer la tuile ainsi obtenue. Donc évidemment, vous allez orienter la tuile à l'envers de vous, puisque c'est votre adversaire, Henri, et vous allez la placer adjacente orthogonalement ou diagonalement au dernier bâtiment que vous avez construit. Et donc, c'était ce petit marqueur qui traînait là, le marqueur échafaudage. Dès que vous construisez un bâtiment, vous marquez ce bâtiment par un échafaudage. Si entre-temps, vous en construisez plusieurs dans le tour, vous allez toujours déplacer l'échafaudage sur le dernier bâtiment que vous avez construit. Et quand Henri, lui, à son tour, va devoir poser son bâtiment, il va regarder où se trouve l'échafaudage et il va automatiquement placer sa tuile adjacente orthogonalement ou diagonalement à ce bâtiment qui est le dernier que vous avez construit. Si toutefois vous avez choisi de ne pas construire au tout premier tour, automatiquement Henri va se mettre autour de la seule tuile disponible. Ça sera pas gênant. Alors, pour déterminer l'emplacement autour de la tuile, là où va construire Henri, on va toujours partir de l'emplacement du haut et, si ça ne correspond pas, tourner autour du bâtiment en sens horaire pour trouver un emplacement disponible qui répond aux bons critères de pose. Alors, les critères de pose, en numéro 1, il va toujours chercher à relier sa route à la route éventuellement de votre bâtiment. Sauf que malheureusement pour lui, ça ne correspond pas dans ce sens-là, ça ne relie pas, donc il ne va pas le faire. En numéro 2, il va essayer, s'il ne peut pas relier sa route, de bloquer l'une des routes de votre dernier bâtiment. Et là, ça fonctionne. Donc là, tout de suite, dans cet exemple, il va venir se mettre là pour bloquer votre route. S'il n'y avait pas eu ni de route à relier, ni de route à bloquer, il se serait mis sur le premier emplacement disponible, donc il se serait mis ici, tout simplement. Évidemment, ce n'est pas toujours l'emplacement du haut qui est disponible, mais comme on démarre du haut et que là, on est au début de la partie, ça aurait fonctionné. Et enfin, s'il arrive dans un cas très rare, où il ne peut placer son bâtiment autour de votre dernier bâtiment construit, à ce moment-là, la tuile est retirée du jeu. Mais dans tous les cas, Henri, il ignore les coûts de construction des bâtiments. Donc lui, de ce côté-là, il est tranquille. Peu importe ce qu'il y a sur le bâtiment, il sera posé au tour où il sera pris. Voilà, vous piochez ensuite un jeton trésor que vous placez comme ceci sur le bâtiment qu'Henri vient de construire dans votre sens de lecture et vous retournez ensuite le trésor face visible en conservant le même sens. Donc voilà, je m'y applique. Et vous voyez, c'est important parce qu'il peut y avoir des flèches comme ça sur les trésors. Et vous déplacez enfin sur la tuile la troupe d'Henri ayant la croix de la couleur correspondante. Donc là, c'est une tuile verte. On va mettre comme cela sa troupe avec la croix verte dessus. Voilà, là, vous avez fait un tour comme il faut pour Henri, évidemment. Vous allez remplacer l'emplacement du bouclier par une nouvelle tuile, comme vous le feriez avec n'importe quel joueur. Les trésors sont une source importante de points pour Henri en fin de partie. Heureusement, vous pourrez retirer les trésors de la zone de jeu si vous remplissez certaines conditions. Donc, sachez déjà que si les conditions sont remplies au moment de la pose du jeton, il se retrouve automatiquement retiré du jeu. Et sinon, il faudra essayer de remplir les conditions pour retirer le jeton. Alors, vous avez plusieurs types de jetons. Le premier, vous le voyez ici, je vais vous le rapprocher tout de même. Voilà ce qu'on va arriver. Voilà. Donc, c'est un jeton vertical. Donc, il indique qu'il doit y avoir deux tuiles de la même couleur dans la ligne. Donc, d'abord, c'est un jeton horizontal. Voilà.
Il doit y avoir donc 2 tuiles de la même couleur dans la ligne concernée, sans compter la tuile où se trouve le trésor. Donc là, en l'occurrence, c'était une tuile verte, donc voilà. Donc si vous arrivez à mettre sur cette ligne 2 tuiles grises, ou si par inadvertance, parce qu'il répond aux conditions de pose, Henri en met aussi, dès qu'il y en a 2, vous pouvez enlever le jeton. Et donc automatiquement, vous avez la même chose. Cette fois, ça fonctionne en vertical. Vous l'avez compris, dès que 2 tuiles de la bonne couleur seront sur cette colonne, vous pourrez retirer ce trésor. Et enfin, vous avez des trésors qui jouent sur la disposition des tuiles. Donc la tuile marquée là avec la flèche, c'est la tuile sur laquelle se trouve le jeton. Donc vous le voyez, il vous faudra une tuile au-dessus adjacente orthogonalement et une tuile à droite adjacente orthogonalement. Quand les jetons de position sont toujours indiqués en marron, donc c'est des tuiles de n'importe quelle couleur, c'est juste la position qui compte. Et si vous y parvenez, là encore, vous pourrez retirer le trésor de la tuile. Et croyez-moi, vous allez vouloir retirer un maximum de trésors à Henri si vous le pouvez avant la fin de la partie. Dès qu'une condition est remplie, le trésor est retiré du jeu. Et donc, une fois que la partie est terminée, vous allez, selon les mêmes règles que pour une partie à 2, compter vos points normalement, et puis vous passez au décompte des points d'Henri, qui lui va marquer des points pour ses bâtiments, comme normalement, sauf que ces 3 bâtiments qui valent le plus de points sont automatiquement doublés en score, sans tenir compte de l'emplacement de ses troupes. Les routes sont comptées comme dans le jeu à 2 aussi, et enfin, chaque trésor encore présent dans la zone de jeu et ou dans la pile trésor, sait-on jamais, rapporte 5 points à Henri. Donc c'est sa source principale de points, c'est pour ça que vous allez quand même essayer de lui en enlever un maximum. Et pour finir, vous ne gagnez la partie que si vous avez strictement plus de points qu'Henri. Au niveau du matériel, les tuiles et jetons sont de très bonne facture et des illustrations agréables et dans le thème. Les règles du jeu sont intégralement en français, il n'y a pas de texte sur les tuiles. L'iconographie est excellente et après 1 ou 2 parties, on n'a plus besoin de revenir dans les règles pour jouer. Le seul petit regret, c'est le bloc de feuilles de score qui n'est pas recto verso et comme le jeu est très bon, le risque est de tomber en panne à un moment ou à un autre. Les mécaniques ont clairement été pensées pour être à la fois simples et subtiles et surtout pour être spécifiquement adaptées aux jeux en duo ou en solo. Et c'est vraiment une petite perle ludique pour qui aime jouer dans l'une ou l'autre de ces configurations. Le système de la réserve royale là, que je vous expliquais au tout début, associé au déplacement de troupes et à la pose de tuiles, fait merveille. Parce que tout se calcule, hein. Quelles tuiles prendre, quelles tuiles seront disponibles pour mon adversaire, où me poser, comment bloquer l'autre, comment tirer au mieux parti des pouvoirs de mes bâtiments, comment également avoir les bonnes ressources au bon moment, quand temporiser en gardant des tuiles, puis en poser plusieurs sur le même tour. D'ailleurs, j'en profite pour corriger un oubli. Vous êtes limité à 3 tuiles bâtiments en main à la fin de votre tour. Donc ça veut dire qu'à tout moment, à la fin de votre tour, si vous avez plus de 3 tuiles bâtiments en main, vous devez retirer le nombre de bâtiments en trop du jeu définitivement pour redescendre à 3 tuiles. Donc vous pouvez temporiser jusqu'à garder 3 tuiles à la fin de votre tour. Et je précise bien à la fin. Donc si vous avez 3 tuiles en main à la fin de votre tour, au début de votre tour et que vous en piochez une autre, puisque vous êtes obligé de le faire à votre tour, vous êtes à 4, mais vous pouvez encore en poser une, et donc avoir toujours que 3 tuiles max à la fin de votre tour. Donc voilà, vous pouvez temporiser en gardant des tuiles et en poser plusieurs sur le même tour. Il y a une multitude de choix et de dilemmes dans un jeu qui se veut finalement plutôt rapide, avec un temps de jeu très raisonnable au vu du défi proposé. Et le mode solo, il n'est pas en reste, hein, car il est très malin, et il offre un challenge qui peut être relevé au niveau le plus difficile, avec des choix à faire pour marquer le plus de points possible avec ses propres bâtiments, tout en évitant de laisser trop de trésors à Henri en fin de partie. Et là encore, l'anticipation des actions d'Henri sera obligatoire pour espérer la victoire. Donc les 2 héritiers est un gros coup de cœur pour moi et j'espère qu'il sera distribué très prochainement en France. Moi, je serais surpris qu'un distributeur français ne soit pas déjà sur les rangs et on peut penser qu'il arrivera l'année prochaine si c'est le cas. Voilà, en attendant, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.